Téléauditeurs et auditeurs, bonjour et merci de rester en direct sur Mo Radio TV. C'est le début de semaine, nous vous souhaitons une fructueuse semaine à tout un chacun. Aujourd'hui encore, je vous présenterai les chroniqueuses qui m'accompagneront tout au long de cette émission. Nous nous donnons rendez-vous chaque jour entre 12h30 et 14h dans le cadre de cette émission. Vous aurez bien évidemment le coup de gueule en début d'émission, vous aurez le portrait de femme et bien sûr quelques petites astuces santé et bien-être. Cet après-midi, on aborde un sujet fort et même profondément humain. Faut-il laisser un enfant aller à la recherche de son parent qui l'aurait abandonné? C'est la grosse problématique d'aujourd'hui. Entre quête d'identité, blessures profondes et choix d'adultes, cette question pose autant de débats que d'émotions. Faut-il protéger l'enfant de ce passé? C'est ce qu'on se demande, ou tout simplement l'accompagner dans le processus de recherche aussi douloureuse soit-il. Quand j'ai posé cette question, laissez-moi accueillir les femmes de conviction qui sont encore là sur ce plateau. Je vais me retourner vers le petit chaperon rouge de ce matin. J'ai nommé Larry Chanty. Bonjour Audringa et bienvenue. Merci Larry. Bonjour à nos auditeurs et téléauditeurs. Comment tu vas ce matin, Audrey? Je vais très bien, merci. Ça se voit, tu as une bonne mine, tu es toute belle. Merci. Je me tourne vers notre Prisca Joyce. Comment tu vas, Prisca? Bonjour. Je vais très bien, merci. Bonjour Hilary, bonjour Audrey. Le week-end a été? Oui, ça va. Le week-end a été... Pourquoi ta mine est un peu triste ce matin? Bon, disons que voilà, c'était un peu chargé. Ouais. Ça a été, voilà, la fatigue nous rattrape parfois. Ok, j'espère que ça va quand même aller. Oui, ça va, on commence tout de même bien la semaine. D'accord, on le suppose. Et voilà, quand j'ai salué les dames, je vous propose de prendre une transition et derrière, on commence avec le coup de gueule du jour. De lundi à vendredi, nous sommes avec vous. Nous sommes en féminin. Bon retour sur ce programme, nous sommes lundi, on commence comme à l'accoutumée avec le coup de gueule de la semaine. Audrey, aujourd'hui en grande équipe, qu'est-ce qui t'a énervé sur la route aujourd'hui et même le week-end? Pardon, il faut nous dire tout. Alors Hilary, oui. Aujourd'hui en grande, de ces personnes-là qui dorment sur nous, sur nos épaules, dans les transports. Vous voyez, il y en a souvent, quand vous voyagez, il y a toujours quelqu'un là qui est très fatigant pour comprendre. Il y a des fatigues vraiment qu'on ne souhaite pas avoir. Oui. Mais maintenant, il y en a qui sont fatigués parce qu'ils ont bu. Imaginez quelqu'un qui a bu, qui pose sa tête sur votre épaule, qui dort et qui bave. Qui ronfle. Ça passe même encore. Imaginez quelqu'un qui bave, qui vient baver sur votre épaule. À quel moment vous laissez d'abord qu'il pose sa tête sur votre épaule? Enfin, vous allez faire comment? Pousser sa tête? Non. Parce que vous pouvez réveiller la personne une première fois. Elle essaye de se réveiller, mais après, vu qu'on ne contrôle pas le sommeil, on ne se contrôle pas quand vraiment le sommeil, vraiment, quand ça vient, ça vient. Mais Audrey, il faut signaler, mais vous ne connaissez pas quelqu'un. C'est pas comme si vous êtes ensemble dans la voiture. La personne a bu, comme vous avez dit, et puis bave sur vous. Audrey, à quel moment vous acceptez ça? Tu viens donner le coup de gueule et puis tu dis encore qu'on le sait, ouais, on va faire comment, Audrey? Ça, c'est un gros red flag. Et c'est même pas seulement dans les transports, les bus et tout, même dans nos petits transports urbain, même ici, là, ça se passe. Parfois, vous montez dans le taxi, quelqu'un a tellement bu, il somnole, il transpire, parfois il vomit même. Voilà. Vous êtes dans le taxi, c'est pas normal. Et les taximans acceptent tout parce qu'ils veulent l'argent. Quand tu dis vraiment chauffeur, cette personne me dérange, il te dit que vraiment il a payé. Si tu ne veux pas, tu payes sa place. Et là, vraiment, surtout que ces personnes connaissent bien payer le taxi. Hein. Oui, parce qu'elles savent qu'elles vont dormir. Oui. Et quand elles entrent, elles disent au chauffeur, quand on arrive, s'il te plaît, réveille-moi. Réveille-moi. Et si vous avez affaire aux bandits, on vous dépouille de tout. Prisca, est-ce que toi, tu as déjà eu affaire à ce genre de personnes? Disons que on a donné plusieurs hypothèses tout à l'heure, notamment ceux qui bavent, ceux qui baillent. Et puis, moi, je connais quelqu'un qui a l'habitude de dormir dans la voiture. Et la plupart du temps, quand ça arrive, elle se retrouve en train de dormir si les gens... Et si on est en train de poser des red flags, j'ai envie de dire que dans les cas d'Audrey, oui. Mais on va rester humain, quoi. Si des gens veulent dormir, ça peut arriver, pas parce qu'ils ont bu. Si quelqu'un a bu et qu'il le fait et que voilà, la laine n'est pas très agréable, là encore, c'est compliqué. Je ne sais pas comment on va leur donner un red flag. On devrait leur dire arrêtez de boire et de sortir. Oui, mais après, supposons la personne n'a même pas bu et la personne bave. Elle dort sur votre épaule. Sur votre épaule et bave. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, moi, j'ai pas eu ce genre de cas.
c'est vraiment, j'aime vraiment jamais vu. Ouais. Si c'est arrivé pour moi, je pense que ce n'est pas normal. Si c'était moi, j'allais envoyer la personne. Ouais. Je lui dis vraiment, s'il te plaît, mon frère. Est-ce que tu peux... Bien, oui. Tu as beau réveiller même la personne, elle ne comprend pas, c'est ce que je veux dire. Une fois, j'étais montée, Audrey, dans un taxi. Je te jure, j'avais pris le taxi, là, j'étais à Siméon. D'un Siméon jusqu'à l'Omisport, la personne dormait dans le taxi. Dormait, transpirait, ronflait, il avait bu. Quand on est arrivé à l'Omisport, tout le monde descend. Lui, il est là, on le réveille, nous sommes déjà arrivés, en fait, il est perdu, il était dans les vapes. Et moi, je me suis posé la question de savoir s'il était dans un taxi de bandits. C'est ça. Si on le dépouillait de tout, si on l'amenait même quelque part, si on l'attachait, si on le ligotait, si. Les gens ne savent pas les risques qu'ils prennent. C'est un gros red flag pour ces gens, mais aussi parce que vraiment, il y a beaucoup de risques qu'on prend à dormir dans les transports en commun. Oui, on ne sait pas qui est qui, où on nous amène. Votre voisine, pendant que vous dormez, je vous dépouille. Oui, ou bien je vous fais autre chose. Voilà. Donc, c'est le gros red flag de ce matin à toutes ces personnes-là qui dorment sur les inconnus dans les transports en commun. Parce que si vous êtes même en famille et puis entre amis, on peut encore même tolérer ça. Mais quelqu'un que vous ne connaissez pas, non, il faut arrêter ça. Donc, Audrey, merci pour ce red flag. Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec ce red flag? Réagissez en direct de nos pages Facebook. On s'installe confortablement en musique et derrière, on vient parler du sujet du jour. Dédicace à toutes les femmes du monde entier. Ma folle monnaie me nyongle. 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 Ma folle monnaie kakaka. Ma folle monnaie ma yolo. Ma folle monnaie ma nyolo. Ma folle monnaie ma yolo. Baba tiga kene butoni ngibikwan e baba kal kwambo kwambo dinga yon me atana no dinga yon me ingwamba wama baba la zanga yimbe yimbadaga hey Tongo Didi momane yike karano Didi momane yintuntoro Didi momane yidangano Ma folo mwane menyanglo Ma folo mwane menyangla neme mama Ibanga bodom tes mnamos Nu kanga tetere tega sigan Bafaba tarun kuwa tarin intak Ibaba kala tarin mangumbawa Ush Ma fol mwane manyangulu Ma fol mwane mayulu Ma fol mwane yimitak Ma fol mwane mayulu Ma fol mwane kakaka Ma fol mwane mayulu Ma fol mwane mayulu Madame Sama Marguerite. Ayo. Ma fol money, ma fol. Oh, ayo you. Ma fol money, ma fol. Oh, ayo you. Ma fol money, ma fol. Oh,
sur le plateau, c'est votre programme Au féminin. Alors, le sujet inscrit à l'ordre du jour, vous pouvez bien le constater. Faut-il laisser un enfant aller à la recherche de son géniteur qu'il aurait abandonné? Vous qui nous suivez en direct de nos pages, réagissez, nous allons échanger. Et vous qui nous écoutez à travers nos ondes de 87.7 à la maison, vous pouvez avoir le sujet et le numéro par lequel vous pouvez participer, c'est le 693 87 67 90 par appel ou par SMS. Que vous soyez parent, enfant, éducateur ou simplement sensible à la complexité du son, ce sujet vous concerne. Alors réagissez massivement et on va encore échanger sur ce plateau. Alors je me tourne vers Prisca Joyce. À votre avis, Prisca, pourquoi un enfant ressent-il le besoin de retrouver son parent qu'il a abandonné? Pourquoi ce besoin le ressent beaucoup plus quand on grandit? Alors je dirais que c'est déjà intrinsèque. Parce que l'enfant vient de quelqu'un, il vient d'un père ou d'une mère. Oui. Donc ce besoin-là est inné en lui, il a vraiment besoin de combler cela. Donc on ne se crée pas. Après la création, il fallait qu'un homme et une femme se mettent ensemble pour créer un enfant. Donc ce besoin reste là et cela justifie le fait qu'à un moment l'enfant ressent un vide et a besoin de le combler. Et voilà, se mettre à chercher, prendre des informations pour combler ce vide, pour retrouver ce parent qu'il ne retrouve pas ou qu'il n'a pas connu. Oh ouais. Et Audrey, vous pensez qu'une telle recherche peut guérir les blessures ou encore les réouvrir plutôt? Alors, une telle recherche peut, dans un premier temps, guérir des blessures. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a des enfants à qui les mamans, surtout, qui sont les mamans qui le font souvent, ont raconté tout et du n'importe quoi, vraiment pour, si je peux dire ça, à leurs enfants, parce que la relation s'est peut-être mal terminée. Et une fois que l'enfant retrouve son père et qui constate que son père n'est pas ce que sa mère a dit, ça guérit les blessures. C'est super important pour se retrouver, il faut connaître ses racines en fait. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il est important de connaître son père, de connaître le village de son père et tout. Ça nous évite beaucoup d'incidents dans la vie de tous les jours. Vous avez parlé de 2 temps, Audrey, vous avez dit oui. Oui, allez-y. Et maintenant, dans un tout autre temps, le fait que l'enfant recherche la figure paternelle, ça peut nous clouer parce que, imaginons, votre père est peut-être marié, vous êtes peut-être issu d'une, comment est-ce qu'on appelle ça, tromperie Vous êtes un enfant adultérin. Oui, et que vous partez chercher le père et le papa refuse parce qu'il veut protéger sa famille, sa femme et ses enfants. Oui, donc ça peut beaucoup plus vous blesser de savoir que votre père est en vie et refuse de vous reconnaître. Ouais, ça c'est compliqué. Votre père en vie et refuse de vous reconnaître. Je me dis que ça doit être dur. Est-ce que vraiment, Prisca, il faut connaître son géniteur obligatoirement pour construire son identité en tant qu'homme? On ne peut pas se passer de ça? Alors, il arrive la question... a déjà même sa réponse, parce que quand on ne peut pas se passer, moi je pense que voilà, ça devient une question rhétorique, simplement parce qu'il y a des gens qui vivent et puis le parent n'est pas là, il est mort. Fait comment il dit pas. Là, moi tu sais que le parent il est mort, mais pour ces autres enfants-là, ils savent que le parent est vivant. D'où le fait qu'on peut réussir sans forcément avoir ce parent-là. C'est pas, en même temps, c'est un besoin qui est en nous, mais on peut réussir dans sa vie, on peut devenir quelqu'un sans forcément aller faire des fouilles. Parce que la plupart du temps aussi, on s'expose à des vérités qui vont encore nous détruire. À des vérités qui vont nous détruire, oui, parce que il y a des personnes, il y a des parents qui parfois ont décidé de ne pas vouloir de cet enfant. Et quand tu te rends compte que voilà, ce que maman t'a dit n'était pas faux, ou bien ce que papa t'a dit n'était pas faux, et qu'on te dit vraiment, j'ai pas besoin de toi, et puis là, tu as davantage mal. À ce moment-là, tu es en train de réveiller des blessures, ou en fait, tu es en train de faire face à une vérité qui te détruira en réalité. Donc, je veux dire, s'il faut revenir à ta question, que pour moi, on peut se passer. Ça reste un besoin, c'est important, mais voilà, est-ce qu'on ne peut pas réussir sans qu'on ait retrouvé l'identité de parents qui nous a abandonnés? Je dis que si, on peut. Oui, c'est possible. Je voulais réagir, Audrey. Moi, j'allais dire, Hilary, c'est aussi important de chercher son père parce que, après peut-être avoir fait les études, ton père peut être un haut
gradé, avoir vraiment une position dans la société il suffit seulement qu'il fasse un claquement de doigts, ta vie change. Imaginez, vous êtes dans une famille, la famille de la maman est vraiment une famille, si je peux dire, précaire, où ça ne va pas. Pourtant, tu as un père qui est financièrement stable, qui peut te trouver la position. Le fait de le retrouver, il change ta vie. Donc, il te trouve un emploi, vraiment, il te permet même de sortir ta famille maternelle de la pauvreté. Ou alors, c'est toi qui commences à donner de l'argent chaque jour, il t'appelle chaque jour. Aussi, oui, il faut voir les choses dans les... Oui, parfois on prend un problème, on met sur le dos aussi. Oui, parfois, mais il est toujours mieux de connaître vraiment sa position. Oui. Audrey, est-ce que vraiment, il est même nécessaire qu'on aille à la recherche de son parent qui nous a jadis abandonnés dans le passé, alors que peut-être on a déjà des parents adoptifs qui prennent à leur charge, je vous l'ai dit, de nous éduquer, nous élever, nous avoir à l'école, de nous donner des bonnes valeurs. Est-ce que vraiment il faut toujours vouloir combler ce vide-là pour se sentir exister? Moi, je vais dire, Marie, notre vraie famille, c'est là où notre cordon ombilical est attaché. C'est-à-dire? Oui, si vous êtes dans une famille qui vous a adopté, si vous êtes né, c'est là où on a enterré votre cordon ombilical. Vous avez vraiment tout. Si je peux dire l'amour d'un oncle ou d'une tante, vraiment, tu te sens pas, il n'y a pas de différence entre toi et les autres enfants. Moi, je trouve vraiment pas d'intérêt. Parce que c'est comme Richard, tu vas aller trouver autre chose. En allant chercher la figure paternelle, tu vas te retrouver en train d'être le financier de ton père, voire peut-être de sa femme ou bien de tes frères. Tu vois, donc... Moi, je dis, on doit apprendre aussi à se contenter. Rien n'est fait à dessein. Si je peux dire, Dieu n'est pas fou. S'il a décidé que vous grandissez dans une certaine famille, c'est parce que vous avez, comment je dis, vous avez j'ai envie de dire, vous cherchez un synonyme directement là. Pour dire que Audrey, vous avez un devoir à accomplir dans cette famille où vous grandissez là. Où nous grandissons là. Oui, Prisca, vous pensez que c'est tellement possible de grandir comme ça sans toutefois savoir ses origines. Je prends un exemple. Vous avez été adopté, vous êtes un enfant qu'on a pris peut-être quand il avait peut-être 3-4 ans. Et on vous amène dans une famille où peut-être ce sont des Bassa qui y vivent et tout. Et peut-être que vous êtes peut-être, comment je dirais, Douala, vous êtes peut-être Yambassa et que sais-je encore. Vous arrivez dans cette famille-là et tout. Vous vivez avec les Bassa et tout, vous grandissez. Est-ce que vous êtes Bassa parce qu'on vous a fait grandir chez les Bassa? Ou alors vous restez Yambassa parce que c'est là où vient votre cordon ombilical, vient votre sang de nature. Nous avons souvent vu dans les villages où un enfant qui s'est fait adopter depuis 3 ans et qui peut-être 40 ans, son père adoptif, entre guillemets, vient à mourir. Quand il arrive, là, on dit que tu n'es pas l'enfant de cette maison, même s'il t'a élevé étant tout petit, va chercher tes parents ailleurs. À ce moment, comment on fait pour grandir sans ces véritables origines, ne sachant pas si on va nous accepter de l'autre côté où nous sommes? Alors, Hilary, il y a eu beaucoup de questions. Commencez par ce que vous avez compris. Alors, d'entrée de jeu, je dirais qu'un enfant qui a vécu dans une famille qui n'est pas forcément la sienne, la même tribu que celle de ses parents, c'est un peu compliqué parce que dans ce genre de situation, tu avais déjà la réponse dans ce que tu disais. Voilà, il est possible qu'avec le temps, qu'on te dise on ne te reconnaît pas, tu n'es pas un enfant du village. Et dans ce genre de situation, moi je pense qu'il faut vraiment aller, il faut se rassurer que, ne serait-ce que dans le village de l'un de nos parents, soit maman, soit papa, voilà, on est accepté. Parce qu'après tout, nous sommes bantous et nous avons nos origines et on vient de quelque part. Et on ne va pas juste s'imposer dans un autre village. Donc moi je dirais qu'un enfant qui a été adopté très jeune, et voilà, surtout dans une famille qui est née, sa tante et son oncle, vraiment une famille étrangère, ce serait bien, quand il grandit, ne serait-ce que de prendre quelques informations pour savoir est-ce que de l'autre côté, est-ce qu'il a accepté. Et puis c'est bien parce que tout le monde doit pouvoir se retrouver. Vous voyez, à un moment dans la vie, il faut se retrouver avec ses propres origines. Tu viens de quelque part et tu es attaché à ça, que tu le veuilles ou pas. Parfois dans le caractère, certaines choses te rappellent que non, toi tu es Bassa. Tu rencontres au milieu des bêtises, puis tu es différent. Et donc, c'est bien pour la personne de pouvoir faire le lien. Même si elle décide à un moment de carrément couper les ponts, je pense que d'entrée de jeu,
elle a besoin de repartir d'abord à la source. Elle vient d'où, même si papa n'est plus là ou bien papa m'a laissé, se rassurer que voilà, elle n'est pas acceptée là. Et puis voilà, elle pourra elle-même prendre une décision sage avec le temps. Concernant les adultes et même ses parents adoptifs là, Audrey, est-ce qu'ils doivent encourager donc l'enfant dans ce processus? Nous avons souvent vu des parents qui s'indignent quand l'enfant peut-être comprend bien, se rend compte que ce n'est pas ma famille biologique et qu'il commence avec les démarches pour retrouver sa famille. Les parents de l'autre côté qui ont élevé cet enfant depuis tout petit s'indignent et disent non, c'est pas possible, c'est de la trahison. Est-ce que eux à leur tour, c'est pas possible qu'ils encouragent l'enfant à vraiment peut-être découvrir même leur origine, pas y aller, mais savoir au moins ce que je viens de là? Alors, Hilary, moi je pense que des fois, la famille dans laquelle tu te retrouves te protège de beaucoup de choses. Ouais. Tu vois. Et comment on ne comprend pas toujours? Oui, c'est ça. On ne comprend pas toujours. L'enfant est têtu. Souvent, le parent connaît les réalités de ta vraie famille, tu vois. Ou bien de la famille de ton père, par exemple. Parce que ta mère peut être décédée et le frère de ta mère te récupère, mais sauf que tu as ta famille paternelle qui décide de te garder et de ne pas accepter que tu ailles dans ta famille paternelle parce qu'on connaît la famille. Il y a des familles ici, si je peux dire, qui sont des familles sorcières, si je peux dire comme ça. Donc on te protège et toi, avec tout ce que les parents ont déjà fait, vraiment pour désolé pour la répétition là, pour te protéger, toi tu vas chercher les problèmes. Dès que tu as des problèmes aujourd'hui, forcément ta famille dans laquelle tu vis se retrouve en train d'adopter les problèmes que tu as parce qu'ils voudront te protéger de ce qu'on t'a toujours défendu en fait. Et parfois, ils vont même te laisser parce qu'ils ont dit, on t'a averti et puis tu n'as pas écouté. Concernant vraiment ces parents adoptifs là, et leur rôle à jouer, je pense qu'on va revenir derrière pour parler de ça. Donc, je vous propose après cette transition de prendre la première rubrique de ce programme, c'est le portrait de femme. Ça sera fait par Audringa. De lundi à vendredi, nous sommes avec vous. Nous sommes au féminin. Au féminin, vos oreilles n'ont encore rien vu. Bon retour sur ce plateau. Cette émission au féminin a plusieurs rubriques parce qu'au féminin, c'est aussi une émission de leadership. On s'en va aujourd'hui encore avec le portrait de femme. Ça peut être une Bayam Selam, ça peut être un ministre, ça peut être une femme de la rue qui vend même dans la rue, ça peut être votre maman à la maison. Toutes les femmes qui vous inspirent ici dans Au Féminin, on fait le portrait. Et encore aujourd'hui, cette semaine, on parle politique sur notre plateau. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de faire le portrait d'une femme de conviction, une voix forte et engagée de la scène politique et citoyenne camerounaise. Madame Hermine Patricia Ndamjoya, vous l'avez suivi, c'est la femme de l'autre. Juriste de formation, femme politique affirmée, mais aussi militante infatigable des droits humains et de la démocratie. Alors, elle incarne l'héritage de sa propre voix, avec détermination et modernité. Vice-présidente de l'Union démocratique du Cameroun, ancienne députée, elle a su s'imposer par son franc-parler, sa rigueur et son refus de compromis et lorsqu'il s'agit de principes. Féministe assumée, citoyenne active, elle porte haut les valeurs de justice. Un pays de justice, de dialogue et de responsabilité, je voulais dire, dans un paysage politique souvent verrouillé, elle fait entendre une voix différente, lucide, mais porteuse d'espoir. Voilà ce qui annonçait donc le portrait de cette valeureuse dame que Audringa nous fera tout à l'heure. Audrey. Alors, merci Hilary. Et aussi bien ton chapeau est long, aussi bien le portrait de Madame Hermine Patricia sera long, parce que quand on parle de femmes politiques, oui, il y a à dire. Quand une femme s'engage en politique, vraiment, on veut bien retracer son parcours. Alors, aujourd'hui, on va faire le portrait de Hermine Patricia Tomaino Ndamjoya. Née le 26 janvier 1969 à Yaoundé, est une femme politique, entrepreneur et auteure camerounaise. Elle est présidente de l'Union démocratique du Cameroun, en abrégé UDC. Depuis la Convention nationale de 2021. Hermine Patricia Ndamjoya a été députée à l'Assemblée nationale du Cameroun en 2007 jusqu'en 2020. Elle est actuellement maire de Fumban et porte-parole du Conseil régional de l'Ouest.
Hermine Dame Djoya a grandi au Cameroun entre Yaoundé et Foumban. Après avoir terminé ses études primaires, elle a entamé ses études secondaires au lycée Sultan Dame Djoya de Foumban, où elle a obtenu son baccalauréat en 1987. Elle a ensuite intégré la faculté de droit et des sciences économiques de l'université de Yaoundé, où elle obtient une licence en droit en 1990 et une maîtrise en droit public. En 2001, elle intègre l'Institut international du peuple en Israël, rôle des femmes dans la réhabilitation urbaine. Pour ce qui est de sa carrière politique, Hermine Dame Djoya est présidente de l'Union démocratique du Cameroun. Engagée en politique depuis 1991, elle a participé aux marches de l'opposition appelant au retour au multipartisme. Elle rejoint l'UDC dès sa création en 1991 et est par la suite élue députée du Noun à l'Assemblée nationale lors des élections législatives de 2007, ce qui va la propulser dans la sphère politique car elle sera d'abord secrétaire de la Commission des lois constitutionnelles et des droits de l'homme et des libertés, de la justice et de la législation et de la réglementation à l'Assemblée nationale, puis porte-parole des députés UDC à l'Assemblée nationale entre 2007 et 2020. Elle ne s'arrête pas là. En tant que députée, elle a été membre du bureau de l'Assemblée nationale, membre du Forum des femmes d'Afrique et Espagne pour le monde meilleur, membre de l'Union parlementaire africaine et membre du réseau parlementaire pour la promotion du genre. Malgré sa victoire aux élections municipales et législatives en 2020, l'honorable Tomaino Dame Djoya a renoncé à son siège de député. Oui, il y en a qui refusent les postes, hein, mais sauf que c'est pour une bonne cause. Elle a choisi de devenir conseillère municipale de la ville de Foumban, puis maire. Vous voyez qu'en plus d'avoir refusé le poste là-bas, elle est aujourd'hui maire de Foumban. Ouais. Femme aux multiples casquettes, Hermine Patricia Dame Djoya est également spécialiste en formation des organisations et a coordonné plusieurs programmes et progrès parmi lesquels le Talk Face VIH-Sida et enfin à la World Conference of Religion for Peace. Elle ne s'arrête pas là, bien évidemment. Oui, Madame Dame Djoya est aussi entrepreneur, engagée dans la promotion de la filière café en Afrique. Elle est la présidente de l'association des femmes camerounaises dans le café. Elle assure par ailleurs depuis 2013 la fonction de présidente du comité pour la promotion du genre à l'agence de café Robusta d'Afrique. Alors, vous avez bu le café là? Non, Robusta. Audrey, il faut venir nous faire goûter le gâteau là, ici, là, sur le plateau. On a souvent notre, comment on dit souvent, notre enjoy ici, là, du café, là, ils en vendent souvent. Ils en vendent souvent, c'est bon ce café? Très, très bon. Ok, on va en goûter un jour. Alors, quand une femme est ambitieuse, elle s'intéresse à tous les domaines pouvant la propulser. Oui, Madame Dame Djoya est maire de Foumban. Elle est auteure de plusieurs ouvrages dont L'Enfer Rose, les élections bancales et les coquelicots de l'espoir. Les élections bancales, Audrey. C'est quel titre ça? Il faut qu'on lise le livre là. Oui. Pour ce qui est de sa vie privée, Hermine Patricia Dame Djoya est l'épouse de Amadou Dame Djoya, président de l'UDC décédé en 2020. Elle est mère de 3 enfants. Donc on peut donc allier vie professionnelle et vie privée. Ouais. Après avoir déposé sa candidature pour les élections présidentielles du 12 octobre 2025, elle fait partie des 13 candidats retenus pour le 12 octobre et elle est la seule. Femme. Elle est la seule femme. Ah, je termine, hein? Elle va briguer la présidentielle 2025. J'allais dire la seule femme jusqu'ici en attendant. En attendant les résultats du contentieux préélectoral aujourd'hui même. Donc, demain, on saura si une autre femme s'est ajoutée. Quand je vois cette femme, elle me rappelle une autre qui invitait toutes les femmes vraiment à s'inscrire dans les programmes politiques. Parce qu'on ne doit pas dire que la politique ne concerne que les hommes. Les femmes doivent aussi s'intéresser à la politique parce qu'elles font partie du pays et parce que les femmes ont aussi beaucoup à donner. Donc, quand cette femme, elle est candidate officielle vraiment à la présidentielle 2025, c'est à saluer. C'est une femme brave. Au milieu de 12 hommes, tu es la seule femme, mais c'est à saluer ça. Oui, Audrey. Et j'allais dire, il a réussi aujourd'hui, les hommes excellent en politique, c'est parce qu'ils ont des femmes derrière.
meurtrière. Oui. Donc, si les femmes parviennent à propulser les hommes, ça veut dire qu'elles-mêmes, une fois au devant de la scène, Elles peuvent faire mieux. Voilà. Comme l'adage le dit souvent, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. C'est pour ça qu'à l'entame, j'ai dit que c'était la femme de l'autre. Donc, elle a juste suivi les pas de son mari. Même au vivant de son mari, elle était déjà dans la scène politique. Donc, ça ne nous surprend même pas un peu. Est-ce que tu as un commentaire à coller sur cette valeureuse dame, Prisca Rejoice? Alors, disons que, comme Hilary était en train de le dire, voilà, j'ai pensé aussitôt à Michelle Obama. On connaît un peu l'histoire et on voit ce qui s'est passé. Mais en réalité, la tête pensante derrière tout ça, c'était la femme, c'était Michelle. Et donc, c'est vraiment intéressant d'écouter ce portrait aujourd'hui. C'est challengeant, voilà, on se dit surtout yes, it's possible, on peut y arriver aussi en tant que femme dans la politique et ça donne envie, pourquoi pas se lancer, qui sait, je dis souvent ce qui nous coince aujourd'hui c'est l'âge, hein? En 2032, qui sait, je serai 30. Candidate. Ah ok, je croyais que tu avais dit 35 ans, mais ça vient avec l'émergence du Cameroun. Je veux dire qu'en 2032 on aura les prochaines élections. Ah ouais. Pourquoi pas? Ouais. Une Prisca Rejoice. Comme ça, je me suis dit, j'ai pas été très smart. Oui. Parce que je suis en train de travailler en réalité sur mon image et tout ça aujourd'hui. Mais je vois ce monsieur qui a eu la présence d'esprit d'aller se présenter sans rien. Mais pourquoi je n'ai pas pensé à ça plus tôt? Oui, mais est-ce que tu as l'âge? Il faut avoir quel âge pour ça? 35 ans. Mais 35 ans. Rien n'est impossible au Cameroun. Ouais. Voyez, donc rien n'est impossible. Je veux dire, le simple fait de se lever. De se lever, oui. Le courage, les tapages, les gens auraient parlé. Et tu te fais un nom. Oui, et puis voilà. Puis prochainement, quand tu reviens, tu es plus apprêté. Rien à dire. Ça ne peut pas te louper. Non. Je pense qu'on peut suivre Prisca en 2032. Là, qu'est-ce qu'on peut s'engager? Je vous dis que soit ça passe, soit ça casse. De toutes les façons, bien faites, hein? De toutes les façons, le nom de quelqu'un va rester. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire, tu parles là, tu dis que oui, elle est la 82e candidat. Mais je vous assure qu'au Cameroun, les affaires qu'on voit là, TikTok sera universel parce que les gens pensent que puis voilà. Encore que tout le monde parle de ça et puis tu te fais une image. La semaine dernière, je racontais, je crois que c'était sur le plateau de Tous en Ouverture, que j'ai emprunté un taxi et il y a un taximan qui racontait, il a porté un candidat et le monsieur discutait le prix du taxi. Ils se sont regardés et lui dit, à quel moment tu discutes le prix du taxi, mais tu vas te présenter. Est-ce qu'on va s'en sortir? Il y avait des blagueurs, c'est qui est sûr, c'est qu'il y avait des blagueurs, gens qui ont dit, celui qui a dit on n'ajoute pas là. Voilà. Donc, les gens venaient beaucoup plus pour se faire un nom. Tu vois, il fait le buzz sur les réseaux sociaux et après. Donc chacun sait pourquoi il vient là. Toi tu viens parce que réellement tu as ça comme un projet. Il y a d'autres qui viennent là juste parce qu'ils veulent que son nom soit connu sur la scène publique et même politique. Et puis c'est comme ça, quand il va revenir là, on va dire on avait déjà suivi ce nom et tout, ça veut dire qu'il est sérieux et tout. Donc on ne fait rien pour rien, je voulais dire. Mais en ce qui concerne le portrait de je pense qu'elle c'est une figure politique qui a vraiment déjà marqué dans lui déjà connue depuis longtemps. C'est pas une blagueuse, elle est assez sérieuse. Elle est assez sérieuse. Pourquoi pas se dire que le Cameroun peut changer les mentalités le plus tôt? Parce que c'est pas évident, d'accepter qu'une femme gère le continent. Mais qui sait, voilà, on lui souhaite le meilleur. On commence déjà à voir ça dans d'autres pays d'Afrique et même du monde. Et donc, les femmes commencent à s'élever et ça ne sera plus quelque chose de tabou, on en parle. Sauf qu'ici, c'est le continent, Cameroun, c'est le continent. Ah, d'accord. On va dire vraiment, chère jeune fille, et les modèles comme Madame Damjoya, vraiment ne vous fiez pas aux TikTok, aux femmes qui viennent vous raconter du blablabla. Elle, on retrace son parcours. Il y en a ici là qui viennent vous faire rêver. On ne sait même pas si celle-là a une petite formation, si elle peut même tresser quelqu'un, mais vous fantasmez sur ces femmes alors qu'il y a des femmes sur qui vous pouvez fantasmer, si je peux dire comme ça. D'accord, on vous a compris, Audrey, c'était un appel à la conscience et je pense que ces jeunes filles-là vous ont compris ce matin. C'est ce qui était du portrait du jour. On va prendre la transition et derrière on continue avec le débat. De lundi à vendredi, nous sommes avec vous. Nous sommes au féminin. Au féminin, vos oreilles n'ont encore rien vu.
Bon retour sur le plateau. Vous pouvez continuer à réagir en dessous de nos pages Facebook. Vous avez le sujet qui s'affiche là. Et vous qui nous écoutez à travers les ondes de la 87.7, je vous donne le numéro encore, c'est le 693 87 67 90. Apportez vos avis, vos témoignages, ça pourra aider plus d'un aujourd'hui. Alors, avant de prendre le portrait du jour, on parlait du rôle des adultes et des parents adoptifs sur cette affaire. Prisca, je me retourne vers toi. Est-ce que c'est pas un acte de trahison? On peut pas voir ça comme un acte de trahison envers les parents qui ont élevé cet enfant-là avec amour, foi, détermination et que sais-je même encore? Alors ça dépend si les parents ont décidé de cacher l'information et que l'enfant a décidé également de mener ses recherches sans leur dire. Oui. Là, oui, pour les parents, ça peut être un acte de trahison, mais vous savez, quand on devient adulte, on a envie de prendre ses propres décisions. Oui. Et la plupart du temps, les parents, peu importe ce que vous voulez faire, ça ressemble à la trahison parce que le parent a tendance à vouloir gérer, il va avoir le sentiment que c'est lui qui mène le danse. Bateau, oui. Oui, que c'est vraiment lui qui gère et donc rien ne doit se faire sans sa validation. Pourtant, c'est tout le contraire aussi quand on devient jeune. On veut s'affirmer et puis on veut faire des recherches. Donc je pense que au fond, ce n'est pas de la trahison. On doit comprendre que tout être humain, tout enfant, à un certain moment de sa vie, a besoin d'avoir toute la vérité, de la connaître. Et donc, pour ça, il est simplement obligé de mener parfois ses enquêtes, ses recherches. Après, Larry, moi, j'allais dire, imaginons une femme qui a peut-être eu les problèmes de fertilité, qui a eu la chance d'adopter un enfant. C'est normal qu'à un moment, elle défende la famille d'origine à l'enfant. Parce qu'elle se dit, à tout moment, l'enfant peut l'abandonner, tu vois. Oui. Et sinon, si la famille sait même où se trouve l'enfant, la maman, on connaît tout le cœur de mère, elle peut vouloir récupérer son fils un jour. Bien sûr, Audrey. Imaginez, vous avez fait un enfant quand vous étiez vraiment financièrement instable et qu'aujourd'hui la vie vous sourit. Et vous vous souvenez avoir laissé votre enfant quelque part. Forcément, vous allez tout faire pour retrouver. Oui, vous allez mener des enquêtes pour voir. Quand vous dites cela, Audrey, ça me fait penser à quelque chose. J'ai une belle-sœur à la maison, si je peux l'appeler comme ça, Audrey. Il y a sa nièce, elle a accouché à l'âge de 14 ans, dont elle était au village. Et il y avait des gens qui partaient au village, je ne sais pas si c'était pour des campagnes et tout. Et puis un monsieur, donc, l'a engrossé. Elle a accouché de cet enfant-là. Quand l'enfant a eu 3 mois, elle ne pouvait plus s'occuper de l'enfant, elle était au village. L'enfant maigrissait et tout. Et maintenant, à sa tante, la jeune tante, parce qu'elle a pris l'enfant, elle a peut-être 26 ans, à sa jeune tante de prendre cet enfant. L'enfant a 4 ans aujourd'hui, bientôt 5 ans. La mère ne connaît même pas de 3 mois à 5 ans comment son enfant a bu l'eau et tout. Elle élève cet enfant. Est-ce que quand cet enfant va avoir 20 ans, 25 ans, voire même 30 ans et qu'il sera quelqu'un, sa mère va ressurgir que j'étais mon enfant, je l'avais accouché à 3 mois, elle était venue prendre. Est-ce que cette femme-là qui a élevé cet enfant depuis 3 mois jusqu'à ses 35 ans sans que sa mère ne lève même le pouce, ne va pas voir ça comme une trahison extrême, Audrey? Si, c'est pourquoi elle sera prête à tout, parce qu'il y a des femmes qui, quand elles pensent à ça, elle est prête même à ôter la vie à la maman qui a donné vie à cet enfant. À ce point. Il y en a. Oui, il y a des femmes vraiment qui... il y a des personnes qui n'acceptent pas la trahison. Elle va te dire, j'ai mon temps, peut-être elle n'allait pas au travail parce que tu étais malade. Vraiment, c'est elle qui était ta mère. Mais à quel moment tu vas l'abandonner? À un moment aussi, nous les enfants, apprenons à être... reconnaissants. Voilà. Oui, mais au-delà de ça, Audrey, tu sais, l'homme a tendance à vouloir posséder les gens. Même en relation. Les gens, en fait, ne laissent pas l'autre dans une certaine liberté. C'est un problème, une femme qui se comporte comme ça. Elle est maternelle, c'est sûr, mais il faut savoir laisser les gens prendre leurs décisions, laisser les enfants prendre leurs décisions. Lorsque tu as bien élevé un enfant, en fait, ta place n'est pas négociée. C'est comme en amour, quoi. Tu es sa mère et c'est ce que tu as fait. Donc, si je me retrouve en train d'être en conflit parce que l'enfant dit « je cherche ma mère », je trouve que c'est la déception, moi, il y a un problème. Et il faudrait dire donc, à ce genre de parents de revoir l'éducation qu'ils donnent à leur enfant. Parce qu'un enfant s'attache à l'amour qu'on lui donne. Peu importe qui tu es, on a des oncles dans nos familles, des tantes, et parfois on est plus proche d'un oncle d'un autre oncle, simplement parce qu'il nous montre l'amour d'une certaine manière. Donc, si on élève un enfant dans cette crainte-là, que maman n'était pas là, maman est ceci, forcément le jour que l'enfant va même écouter un message de sa mère, il va se dire, ah, là moi j'aime ma mère. Et vous savez, quand vous avez traversé ce genre de choses, vous savez qu'il faut revoir les attitudes.
Moi, j'ai élevé des enfants. Moi, j'ai eu des nièces à la maison, peut-être 2 qui sont passées. Non, mais j'ai compris que l'enfant de l'autre, c'est l'enfant de l'autre. Comme on dit souvent, l'enfant de quelqu'un, c'est l'enfant de quelqu'un. Oui, et ce n'est pas de la trahison, je me rappelle, j'ai fait seulement 2 ou 3 ans. J'avais déjà le bac chez ma cousine, mais j'avais l'impression que ma mère, ça dit que c'était mon monde qui s'était écroulé. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Là, c'est quand tu as déjà connu ton maman ou bien que tu ne l'as jamais connu? Non, là, je veux dire que, je parle de mon cas, parce que moi, je l'ai connu, quoi. Ouais. Oui, mais je me suis retrouvée en train de vivre avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et cette personne-là n'avait pas forcément la meilleure... En fait, elle n'était pas forcément très épanouie avec moi, forcément, parce que on est toujours comme attaché à ce parent-là. Ouais. C'est pour ça que je dis, quand on est conscient de ça, dans le cas que Audrey a pris, il faudrait s'arrêter et puis revoir l'éducation qu'on donne à l'enfant. Parce qu'un enfant qui sent qu'il n'y a pas de conflit, on n'est pas dans une adversité là entre les parents, ceci, non. Il est à l'aise. Il est à l'aise. Maman a sa place et l'autre a sa place. Il y a des enfants et qui prend à sa mère, il donne 5 000. L'autre mère, il donne 50 000. Il sait. Et c'est pour ça qu'il faut, pour moi, il faut donner une bonne éducation aux enfants. Sinon, comme tu dis, on va se retrouver en train de tuer quelqu'un. On se retrouve dans la sorcellerie, des jalousies, parce que j'ai investi. Et tu as investi sur quelqu'un, tu n'attends pas un retour. Oui, quand tu donnes même à ton propre enfant, ce n'est pas pour que demain commence à dire oh, il te rembourse. Oui. Sauf que ça, c'est ce que vous dites, mais on a les faits. Beaucoup de parents attendent toujours quelque chose en retour. Il y a des parents qui vous disent vraiment, il y a des parents qui sont cachés. J'ai investi sur ma fille parce que demain, elle prendra soin de moi. Pourtant, le parent ne doit pas attendre. Exactement. Il faut attendre exactement. Et moi, j'allais dire, imaginez alors un enfant, une femme qui a décidé vraiment, qui a refusé, enfin, elle était violée, elle a confié l'enfant à quelqu'un. La personne à qui elle a confié l'enfant voudrait même qu'il y ait rapprochement. Mais la dame qui a eu l'enfant refuse parce qu'elle te dit non, un enfant, je n'en veux pas. On fait comment avec ce genre d'enfant-là où ta mère, si je peux dire ta mère adoptive te dit vraiment, là-bas, ne cherche pas à savoir parce que mais l'enfant te dit non, il faut que je connaisse ma mère et tout. Et imagine, toi tu te retrouves en train de devoir dire à l'enfant que comme tu vois là, ta mère ne te veut pas. C'est aussi dur. Oui, dans ce genre de situation, je peux comprendre. Je pense que effectivement, on peut même se sentir gêné parce qu'on se retrouve en train de dire, voilà, nous on a été là pour toi et puis tu t'entêtes. Et puis la trahison, c'est comme dans toutes les relations, quoi. C'est-à-dire le simple fait que tu fasses une chose sans mon avis, tu ne demandes pas, et puis tu sais que je suis pas d'accord avec ça. Moi, dans ce genre de situation, je veux dire, il faudrait que le parent adoptif dévance l'enfant. Quand l'enfant te parle d'une chose une fois, 2 fois, il faut le dévancer. C'est-à-dire, essayer de voir la situation avec l'enfant et se dire, bon, quelle est la meilleure forme, qu'est-ce que tu penses? Et puis, je vais anticiper, moi, je vais avec toi. On va aller ensemble. Je te laisse pas en train de dire, on va chercher. On va ensemble parce que tu es mon enfant. Et pas parce que je me dis, je ne suis pas en compétition, seulement parce que je me dis, je ne sais pas comment tu vas gérer la suite. Ça peut être un jour où tu es sorti et puis tu ne rentres pas parce que tu as tellement mal au cœur. Donc, même moi, je dis, dans ce genre de situation, si l'enfant te dit, je vois mon parent, vraiment, ça ne sert à rien d'être dans un conflit. 1 fois, 2 fois, parle avec l'enfant, tu dis, d'accord, programmons ça. Et vous allez ensemble, le moment venu, vous regardez la situation ensemble, quoi. C'est vrai que tu as même déjà répondu à la question que je voulais poser. Je voulais dire, je vais la poser tout de même à Audrey. Audrey, comment on accompagne donc un enfant dans cette démarche sans toutefois le juger ou bien le décourager? Toi, en tant que parent adoptif. Oui, alors moi je pense que l'idéal, la base, c'est la communication. Vraiment, il faut expliquer les faits à un enfant terre à terre. Lui dire le pourquoi et le comment des choses. Oui, de la chose. Oui. Je pense que c'est la seule solution à faire. Tout en ayant espoir d'avoir un enfant aussi qui est très ouvert d'esprit, qui comprendra, parce qu'il y a des enfants à qui tu expliques que tu dis à l'enfant, ne touche pas à la lampe si ça va te brûler. L'enfant n'écoute pas, il veut d'abord toucher, se faire brûler avant de revenir à la raison aussi. Prenons ce cas de figure, les filles. Je ne sais pas si vous avez lu cette histoire sur le net, mais c'était une histoire vraie qu'on racontait. C'est vrai qu'elle était racontée en anonymat, mais c'était une histoire vraie. Un enfant, une fille que les parents ont abandonnée, une petite fille, que le parent a abandonné autant pour moi, parce que j'essaye de me souvenir de l'histoire. Le père a abandonné, puis
la mère restée célibataire, mère célibataire. Et puis elle rencontre un autre homme, elle s'est mariée avec cet homme-là. Cet homme a reconnu la petite fille-là. Oui, elle n'avait que 24 mois, donc je pense que c'était ses 2 ans. 24 mois. L'enfant a grandi en sachant que non, voici mon père, celui qui est le mari de ma mère. C'est mon père, il m'a élevé et tout. Elle a atteint un certain âge, elle a compris, parce que vous savez, dans les familles, il y a toujours quelqu'un qui va venir te souffler là. Qu'est-ce que tu sais vraiment que ce n'est pas ton père ici. Oui, et tout. Quelqu'un qui va toujours te souffler. Et la fille, elle allait demander à sa mère lui a dit la vérité que ton père t'avait abandonné depuis très longtemps. Elle a commencé à faire les démarches pour trouver son papa. Et je pense qu'elle avait rencontré son papa et tout, sans toutefois dire à l'homme de la maison que je connais déjà mon père biologique. Vient maintenant le moment de la dot, où on demande l'amant de l'enfant et tout. À qui on vient demander l'amant de l'enfant? À qui on remet la dot? Voilà là où le problème se pose. On se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et vous savez ce que la fille a dit? On remet la dot à mon père biologique. Et c'est à mon père biologique de donner peut-être à mon père adoptif. Dans ce cas de figure, Audrey, comment on fait? Ce père qui t'a élevé peut-être jusqu'à tes 30 ans, tu as connu ton père il y a moins d'1 an, et puis ta dot va là-bas. On fait quoi de celui qui t'a élevé? Voilà le cas de figure. Je vais poser vos commentaires sur ça. Le papa, pas adoptif, le papa biologique, sincèrement, pour quelqu'un qui est sincère, aurait refusé, aurait expliqué à sa fille que oui, je suis ton papa biologique. Mais le père, on dit souvent le père de l'enfant, c'est celui qui a pris soin de l'enfant. De cet enfant-là. Voilà. Donc, je pense que c'est de la haute trahison. Oui, le papa est de la haute trahison. Mais surtout, la naïveté de l'enfant peut te faire... Non, les naïfs ne se marient pas. Elle n'est pas naïve. Elle n'est pas naïve. Elle ne se marie pas. Les enfants ne se marient pas. Et sa maman avait pleuré voilà. qu'elle ne fasse pas ça. C'est parce que c'est son mari là qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Elle dit que la tradition, elle a peur d'avoir des représailles dans son mariage et tout et tout. Donc, elle préfère donner à son père qui ira donner aux gens du village juste pour la protéger, mais que son père adoptif sache qu'elle reste sa fille. Quelqu'un peut choquer en ce moment-là et dire que je t'ai reconnu, j'ai fait de toi ma fille et tout. Et après, vous allez vous indigner du fait que les hommes ne reconnaissent plus les enfants qui ne leur appartiennent pas, qui ne sont pas de leur sang direct. Donc, c'est ce type de situation. Oui, Audrey. Oui, moi j'allais dire, Hilary, vous voyez, le papa adoptif a pensé à la fille et à lui. Sauf que la fille en grandissant n'a que pensé à elle. Oh, aussi. Parce que quand tu décides d'aller vraiment voir, quand je dis elle a pensé à elle, elle n'a même pas pensé au foyer de sa mère. Parce que le geste là peut même faire que le mari de sa mère quitte sa mère. Parce qu'il va qu'il y ait des problèmes dans la famille. Oui. Imagine, elle a eu ses frères et sœurs. Et tous les problèmes que ça peut créer autour de ça et tout. Parce qu'elle, en parlant, elle protège sa peau. Elle dit, elle ne veut pas peut-être qu'il y ait des représailles au village, qu'on lance ceci, on bloque son ventre, qu'on fasse ceci, qu'on va prendre que la fille de telle est allée en mariage, mais une fille qui n'a pas été reconnue. À un moment donné, je me dis qu'il y a certaines malédictions qui ne doivent même pas prendre effet. C'est ça. Parce qu'elles n'ont pas de cause. Oui. Qu'elles n'ont pas de cause du tout. J'ai reçu un message ici, on va le lire avant de prendre l'avis de l'expert sur la chose. Rechercher un parent qui volontairement a abandonné son enfant peut être risqué sur le plan émotionnel. Il faut surtout penser à la stabilité et au bien-être de l'enfant. Cette démarche ne devrait jamais être forcée ni idéalisée car elle peut réveiller les blessures profondes et créer de nouvelles déceptions. Nous avons compris, c'est Lionel qui a signé ce message. Alors les filles, pour éclairer ce débat délicat sous un autre angle, nous avons recueilli l'avis d'un philosophe et éthicien dont la réflexion nous invite à penser au-delà de l'émotion. Alors il s'appelle Oscar Ndiki. Nous allons l'écouter et juste derrière on revient pour en commenter. C'est pas prêt à la technique, donc on va reprendre le temps qu'il cale l'élément. Nous disions que nous avons invité ici sur notre plateau, c'est vrai, il n'est pas là présent, mais il a donné son avis sur ce sujet. Et donc, nous allons l'écouter. Si c'est prêt à la technique, on écoute et juste derrière, on revient pour donner nos avis et poser les commentaires. Bonjour, cher Hilary, et merci de m'ouvrir cet espace. Bonjour aux auditeurs de mon radio.
Et la question d'aujourd'hui nous interpelle tous. Rappelons qu'il est question ainsi de savoir si on devrait laisser l'enfant rechercher son parent qu'il aurait abandonné. Je vais répondre à cette question en 5 points essentiels. Mais avant, j'aimerais aller sur le postulat selon lequel on devrait laisser l'enfant rechercher son parent. Vous allez m'excuser d'être hors sujet parce que je parlerai des enfants abandonnés par le père. Je ne parlerai pas des enfants abandonnés par leur mère parce qu'une mère n'abandonne pas son enfant. Si vous m'avez suivi à la dernière, si vous avez suivi la dernière émission, je disais que même les animaux femelles n'abandonnent pas leurs petits. Et je trouve déplacé qu'un animal fasse mieux qu'une femme. Les gens qui abandonnent naturellement déjà leurs enfants, ce sont les pères. Donc permettez-moi d'être hors sujet et de parler des pères sans parler des mères. Parce que pour moi, une mère n'abandonne pas son enfant. Si cela arrive, il faut trouver une autre appellation. Et peut-être que ce n'est pas une mère. Voilà. Je reviens donc à la question. Permettez que je sois hors sujet, comme je l'ai dit. La recherche du parent biologique n'est pas une simple curiosité, ni un fantasme nostalgique. C'est une quête de cohérence intérieure, une démarche existentielle légitime et souvent vitale pour l'équilibre psychologique et identitaire de l'enfant. Le premier point, c'est que connaître ses origines est un droit fondamental de l'être humain. Au même titre, ou bien avant même le lien affectif, il y a le lien ontologique. Tout être humain a besoin de savoir d'où il vient pour pouvoir s'ancrer dans le monde. Ne pas connaître ses origines, c'est vivre dans une forme de brouillard existentiel. C'est comme marcher sans direction, vouloir avancer sans balise. On ne construit pas une vie solide sur une histoire incomplète. Refuser à l'enfant ce droit, c'est lui imposer une censure identitaire, parfois déguisée en protection. Mais la vérité, même imparfaite ou douloureuse, répare davantage que le silence. En deuxième point, je parlerai du sang, du lien du sang. Voilà, le sang n'est pas un simple liquide, c'est une archive vivante. Même si le père est défaillant, irresponsable ou absent, le lien de sang demeure irréductible. On l'oublie trop souvent. Le sang n'est pas seulement une matière, c'est une mémoire. En médecine, il porte des marques génétiques grâce les pathologies révèlent les prédispositions biologiques. En anthropologie, le sang relie les lignages, transporte les héritages, transmet les territoires symboliques. En spiritualité africaine, le sang est la clé de toute identité cosmique et terrestre. C'est à travers le sang que les ancêtres parlent, que les alliances se scellent, que les esprits reconnaissent leurs descendants. Le sang, dans cette vision élargie, n'est pas ce que l'on reçoit, mais ce que l'on est. Il est porteur de récits, de conflits, de sagesse, des exils. L'enfant qui veut connaître son père ne cherche pas un homme, il recherche une clé pour accéder à l'histoire qui circule en lui. Et cette clé se trouve dans le sang autant que dans les mots. Voilà pourquoi même si le père n'est pas admirable ou aimant, l'enfant a le droit et peut-être même le devoir de reconnaître ce lien pour se défaire ou s'en approprier lucidement. Le troisième point, je parlerai de la mère qui est entre la protection et pouvoir de censure. Il faut aborder la question éthique du rôle maternel avec mesure. Beaucoup de mères refusent que que l'enfant entre en contact avec un père qu'elles savent destructeur ou toxique. Cette protection peut partir d'une intention sincère, mais il faut veiller à ce que la protection ne se transforme en prison.
Aimer un enfant, c'est le guider vers la vérité, pas l'enfermer dans l'oubli. Il doit pouvoir choisir dans sa propre temporalité s'il veut savoir. Et la mère, plutôt que d'interdire, peut accompagner ce parcours, en vérité avec tendresse et sans peur. L'enfant n'a pas choisi son père. Il ne doit pas porter l'échec du choix de la maman. Souvent, le père absent ou inapte, c'était le 4e point. Souvent, le père défaillant, absent ou inapte, est le fruit d'un choix de la mère. En général, l'enfant ne choisit pas son père, mais c'est la mère qui choisit le père. Ce choix peut être dû à l'amour, au hasard, des illusions ou à une contrainte. Mais l'enfant, lui, hérite d'un lien qu'il n'a pas voulu ni validé. Et si en plus d'un père défaillant, on lui interdit l'accès à la vérité de ce lien, on lui fait payer doublement une faute qu'il n'a pas commise. Donc, il faut laisser l'enfant aller vers son père. La mère a eu le temps de choisir l'homme avec qui bâtir sa vie ou bien avec qui faire un enfant. L'enfant, lui, n'a rien choisi. Et vous ne pouvez pas priver l'enfant de son père parce que vous aurez fait un mauvais choix. Maintenant, 5e point, on va parler de l'identité. L'identité ne se devine pas. L'enfant ne doit pas être dans le doute en train de rechercher à gauche, à droite qui est mon père, en train de s'imaginer. Parce que, imaginez-vous, autour de l'enfant, tout le monde a 2 parents, le père et la mère. Donc, un enfant qui ne voit pas de père, un enfant qui ressent le manque d'un parent, doit le rechercher. Et vous ne pouvez pas lui dire qu'il n'a pas de parents. Vous ne pouvez pas lui dire qu'il n'a qu'un parent. Vous ne pouvez pas lui dire qu'il n'a pas de père. Et vous ne pouvez pas lui inventer un père. Et lui-même, il ne doit pas s'inventer un père. Il doit connaître son père. Il faut permettre à l'enfant d'interroger son histoire. C'est lui, voilà, c'est à lui de rendre son pouvoir et de se penser. Il ne s'agit pas d'imposer une rencontre ni de faire renaître un lien affectif. Il s'agit de lui offrir les outils pour garantir lucidement. Voilà. Pour grandir, il doit grandir lucidement. L'identité ne se bricole pas pour survivre. Elle se reconstruit à partir de données vérifiables, même si elles sont troublantes. Et dans cette construction intérieure, le parent biologique absent est une pierre rejetée ou intégrée, mais que l'enfant doit pouvoir nommer librement. Pour conclure, je dirais donc que même si l'origine est blessée, elle fait partie du voyage. Ce que l'enfant abandonne, ce n'est pas forcément l'homme, c'est l'ignorance. Lui permettre de chercher, c'est lui permettre de devenir. Donc, il faut laisser les enfants rechercher leurs parents. Je ne vais pas être plus long. Je reviendrai si vous me sollicitez, parce que je ne peux pas donner toutes les réponses d'un coup. Merci vraiment pour cette thématique. Merci aussi à vous, cher éthicien philosophe. Il s'appelle Oscar Ndiki, vous l'avez bien écouté. Il y a quelques points ici qui ont retenu mon attention. Il a parlé de la mère qui n'abandonne pas son enfant. Parce que depuis ici, on parle des parents qui abandonnent l'enfant, on parle beaucoup plus du père, alors que dans parents, il peut aussi avoir la mère. Et il a dit la mère n'abandonne pas ses enfants parce qu'il a associé la mère au règne animal en disant que les mères poules, dans le règne animal, les mères n'abandonnent pas leurs petits. Mais Audrey, nous voyons ici chaque jour des
des mères qui abandonnent leurs enfants, soit dans les poubelles, soit dans les rues, soit devant les maisons de leur papa, soi-disant, ils n'ont pas pris leurs responsabilités à main. Celles mêmes qui partent, autant pour moi, les abandonner dans les orphelinats. On dit donc quoi à ces mères-là, puisque le philosophe nous dit que les mères n'abandonnent pas leurs enfants. Moi, j'allais dire, ça, c'est des discours qu'on pouvait tenir vraiment à l'époque. D'être il y a 20 ans et plus. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, les femmes sont de plus en plus ingrates. Beaucoup perdent vraiment ce côté, cet instinct maternel. Oui, beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, elles te disent, non, mais à quel moment, quand je pense que je pourrais plus m'acheter des greffes, je pourrais plus aller vraiment dans des endroits huppés, l'enfant va me bloquer, mais elle fait néanmoins l'effort même de garder l'enfant jusqu'à 9 mois et accouche et abandonne cet enfant. Donc vraiment ça c'était des discours qu'on pouvait tenir avant. Aujourd'hui les choses ont changé. Sans toutefois encourager, mais vraiment... Audrey, même avant, je pense que ce ne sont pas des choses qui étaient étranges. Oui. Ça on a beaucoup de femmes qui avortent. Si tu avortes, c'est possible de le faire. Oui. Le simple fait que tu as un être en toi et puis tu décides qu'il meurt. Oui. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, c'est pas l'avortement est puni au Cameroun, parce qu'on estime que c'est un crime. Donc, quand on dit que les hommes sont les seules personnes qui abandonnent, je ne serais pas d'accord. C'est un peu excessif. Oui, c'est excessif, vraiment. Et moi, je connais tellement de cas de femmes qui ont abandonné. Le défi, souvent, c'est... Ou alors, la réalité, c'est que parfois, elles regrettent. Celles qui le font, parfois, ça va prendre des années, elles vont revenir. Contrairement aux hommes. Oui, parce que bon, les hommes, vous savez, ils peuvent en faire 60, 70. Une femme, c'est plus compliqué, c'est vrai. On dit que la femme qui a le plus fait d'enfants a 63 enfants. 63, c'est vérifié ça? Oui, c'est vérifié, c'est une blanche. C'était une blanche, c'était vérifié. Mais je veux dire que les hommes, on en a qui ont 100. Ils peuvent facilement faire plusieurs enfants. Donc, ils ne sont pas particulièrement attachés, surtout que c'est la mère qui porte dans le ventre. Donc moi, je crois que, voilà, pour revenir dessus, je crois que les femmes aussi, il y en a qui abandonnent. On connaît des femmes. Alors ici, on tire beaucoup plus chez les hommes parce que nous savons que les hommes abandonnent beaucoup plus. C'est ce qu'on voit en fait. Parce qu'on ne va pas aller dans les archives, commencer à voir les stats qui abandonnent plus que les autres, qui abandonnent plus que qui. Mais ce qu'on voit, on voit des papas fuyards. Et moi, j'allais même dire, Hilary, si certaines femmes se retrouvent et m'entraînent à abandonner les enfants, c'est à cause des hommes. Toujours les hommes. Oui, c'est à cause des hommes. Si certaines femmes se retrouvent en train d'abandonner les enfants parce que nous tous en avons un même les avortements là, c'est à cause des hommes. Oui, les hommes qui vous poussent à avorter, les hommes qui vous abandonnent et après vous avez peur des représailles, de ce qui va venir. Tout après, il a aussi parlé également d'un point, les filles, il a parlé du lien des sangs qui n'est pas un liquide mais une archive. Une archive comme moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer cela? Il a parlé d'archives. D'archives. Archive, c'est-à-dire quelque chose qui est précieusement gardé, qu'on ne veut pas perdre. Oui. Merci d'avoir donné la réponse. Je pense que ça veut simplement dire que c'est là. Oui. C'est au-delà de l'aspect physique. C'est quelque chose qui est là, qui est en nous, qui est bien gardé. Et donc voilà, forcément, quand quelque chose est là, ça nous affecte. Et indépendamment de ce qu'on veut, notre passé ou alors nos liens, dictent souvent en réalité nos gestes et nos actions. Vraiment, quand il parle du sang, Audrey, moi je vois beaucoup plus la technologie avancée, vous voyez. Aujourd'hui, nous avons des fécondations in vitro dans les hôpitaux où, c'est vrai, on peut faire avec du genre, ton mari vient et puis toi, la femme, vous venez, vous faites ça. Mais il y a des fécondations qui se font aussi où on t'implante quelque chose où tu ne connais même pas l'origine, ni le sperme de qui c'est et tout. On vous implante ça comme ça. Et puis l'enfant naît, il va chercher quel papa? Quel papa il va de quelle origine vient-il? Encore que moi, la mère qui est portée, je ne connais pas. Qui est ton papa? Toi, tu vas il y a des enfants même fabriqués, encore un peu plus loin. Tu dis, je veux un enfant aux yeux bleus, aux yeux... On te fabrique un enfant. Ils ont des choses là-bas, je ne sais pas comment on appelle ça, où on recueille des spermatozoïdes, des donneurs et tout, où on t'implante cela dans l'utérus, mais tu ne connais ni Adam ni Ève. De celui qui est supposé être le père de ton enfant. Tu vas dire quoi à ton enfant? L'enfant lui-même, il va chercher, il va dire qu'il est de quelle origine? Il va seulement prendre les origines de sa mère en ce moment-là. On disait au début du débat, du moins de cette émission, on peut réussir sans forcément avoir les deux parents. C'est-à-dire que voilà, c'est pas comme si on n'a pas, on ne sait pas exactement d'où vient papa ou bien où il est, on va pas réussir ou bien on va pas s'en sortir. Donc voilà, il y a des parents, des enfants qui meurent, qui vivent
et du moins qui viennent ici, mais voilà, maman est partie, aussitôt il est venu. Ouais. Parce qu'en donnant la vie, elle a perdu sa vie, mais ils font comment alors cela? Dernier point, vraiment, on va parler. Il y a quelque chose qui a un peu attiré beaucoup plus mon attention. Il dit, le père ne choisit pas, l'enfant ne choisit pas son père autant pour moi. C'est l'enfant qui choisit. C'est la mère. Non, mais c'est la mère autant pour moi, je m'entremêle là. C'est la mère qui choisit qui sera le père de son enfant. Et alors, elle ne doit pas faire porter à son enfant le fardeau de ses choix. Si elle a fait le choix d'avoir un père irresponsable, un mauvais père, elle doit s'en prendre à elle-même et non empêcher son enfant d'aller vers ses origines. Ça a été quand même poignant. Hein? Oui. Quel commentaire vous pouvez faire à propos de... Alors, moi, je ne suis pas d'accord parce qu'on dit l'homme est divers et ondoyant. Ouais. Il y a des femmes qui se retrouvent coincées aujourd'hui. Vraiment, il y a des personnes qui ont deux faces. Une femme peut croiser un homme. Vraiment, elle a l'impression qu'elle a l'homme parfait. Enfin, il lui montre qu'il est l'homme idéal, le meilleur choix. Et elle se retrouve peut-être dans un foyer où l'homme est peut-être dans des trucs mystiques. Des loges. Dans des loges. Donc, elle-même, elle se retrouve coincée. Et imaginez une maman, une femme qui a été dans ce genre de foyer, qui parvient à sortir de là avec ses enfants. À quel moment vous allez encourager ce genre de femme à permettre à l'enfant d'aller voir son père, sachant que si l'enfant va voir son père, même s'il y a le lien, au moins on dit souvent, plus il y a un peu certaine distance, plus il y a la distance, plus c'est un peu plus compliqué de pouvoir toucher l'enfant. Mais tu sais Audrey, ce qu'il veut dire ici, c'est qu'il faudrait qu'on soit plus responsable. C'est-à-dire, je pense que là c'est des cas, c'est des cas assez rares. Mais vous savez, la plupart du temps, ça c'est souvent avant de se marier. Quand on tombe sur un gars, on fait un enfant. Et là il est en train de dire, il faudrait pas, parce que c'est toi qui choisis le père. Il faut donc être responsable. Dernièrement, on parlait de ce gars qui, après lui avoir dit je vais à l'école, te dit voilà, tu ne pars pas, il veut te gifler quoi. Et aussitôt tu as ouvert les yeux. Parce que tu te serais retrouvé là en disant je l'aime, non, je pardonne, et puis tu as un enfant. Voilà. Oui, et puis là, il est en train de dire, et tout. Il est en train de dire faites gaffe, il y a des signes dès le début, c'est vous qui choisissez le père de votre enfant. Donc moi je pense que ce qu'il veut dire, c'est vrai, si on n'est pas pour, on peut analyser autrement. Mais c'est un conseil, c'est un appel à l'ordre, c'est un appel à la vigilance. Lorsqu'on est avec des gens dans une relation, les petits signes déjà devraient être des indicateurs pour nous dire est-ce que je veux ce monsieur comme un père pour mes enfants? Et donc les femmes la plupart du temps elles voient des signes mais elles sont en tête, et c'est pour ça qu'on a cette multiplication d'enfants qui sont abandonnés, les pères qui te disent non, tu ne sais pas que tu es enceinte, je ne suis pas seule, tu viens d'où avec ça, tu as déjà quand même vu qu'il y avait des choses bizarres, un gars qui te cache son téléphone et là. Oui, donc je pense que le spécialiste était en train de nous dire ici, faites gaffe, dans ce genre de situation, les femmes sont responsables. Alors, ne vous engagez pas seulement dans une relation en pensant à vous. Mais parce pensez que aussi à je l'aime, vraiment, je prends du plaisir, mais pensez aussi aux enfants. Est-ce que ce sera un bon père? Concernant dans les parents biologiques, est-ce qu'un père qui a abandonné son enfant a vraiment les droits sur cet enfant-là, ou encore on devrait chercher quelles ont été les causes, Prisca? Oh, Hilary, c'est une question assez compliquée. Avoir les droits sur un enfant, je pense qu'il le disait, hein, c'est intrinsèque, c'est en l'enfant de recherche. C'est quelque chose qui ne dépend pas vraiment de la personne. Maintenant, quand un parent a abandonné, vraiment humainement, comme on dit là, le bon sens, est normalement la chose la mieux partagée. C'est pas toujours partagé, mais le bon sens voudrait qu'il renonce à ses droits sur l'enfant. Oui, il devrait renoncer, parce que quand on parle d'abandon, c'est qu'on a dit je lave mes mains. On n'est pas très, on n'a pas une culture juridique très poussée ici, mais normalement après ce genre de situation, on doit pouvoir avoir un document qui confirme que voilà, le parent a dit je n'ai plus les droits sur les enfants. Et le moment venu, lorsqu'il y a des situations qui imposent voilà un parent, une figure paternelle, ou alors qu'on se dise vers qui on va aller, qu'on va présenter sa future femme ou son futur mari, vraiment que tout soit clair et établi pour que le parent ne vienne pas revendiquer un certain droit sur l'enfant en question. Donc moi, je pense qu'il faudrait que les parents qui ont abandonné vraiment assument. Chacun doit pouvoir assumer les conséquences de ses actions. Oui, on a un message ici, on va très rapidement le lire parce que j'aimerais rebondir sur ça. La fécondation in vitro ne part pas de l'anonymat, mais chaque donneur laisse ses différentes informations dans la base de données de l'hôpital, dont la dame qui se fait inséminer connaît et a même le contact du donneur. Ça peut être vrai, mais pas dans tous les sens. Je parle parce que je connais quelqu'un qui s'est fait inséminer. C'est-à-dire, je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Je sais qu'il est sain. Voilà ce qu'il peut donner comme enfant. Mais je ne connais pas ses origines. Donc, il peut avoir des informations, je n'en disconviens pas. Mais parfois, jusqu'à son ethnie, les gens ne cherchent pas à savoir l'ethnie. Ou bien, oui, et tout comme ça. Peut-être les informations de base.
Oui, les gens s'arrêtent là et tout. Donc c'est possible même, mais c'est pas toujours le cas à chaque fois. Et il y en a même, il y a les mamans, il y en a des femmes qui vont te dire non, je veux rien savoir. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Il y a des femmes qui veulent rien savoir. Non, l'anonymat. Oui, elles trouvent pas d'intérêt. Exactement. Donc, oui. Et les parents qui reviennent après les années, ils ont abandonné, ils reviennent après 15 ans, 20 ans. C'est pourquoi faire. C'est l'amour ou c'est la perturbation, juste, Audrey? Je pense que un homme devait être ici pour nous expliquer. Vraiment, pourquoi ils font après avoir abandonné les enfants, ils reviennent souvent. C'est quoi la vie? Une seconde chance. Oui, parce que il y a des hommes qui, en abandonnant l'enfant, ne savaient pas que ça devait être le seul enfant que le Seigneur avait prévu qu'ils auraient un seul enfant. Donc, après avoir roulé leur bourse, chercher, après s'être mis avec des femmes, soi-disant pour chercher des enfants, ils se rendent compte que non, mais j'ai eu un enfant, mais peut-être j'ai un problème aujourd'hui, je ne peux plus en avoir. Donc, se met à la quête. À la quête, oui. Et vous savez, parfois, la plupart du temps aussi, c'est des gars qui sont intéressés. Hein. Quand les parents, je sais, parfois, ils sont intéressés, ils se disent non, mais c'est mon enfant, il est bien, je suis là, je fais quoi? Il y a des gens comme ça. Mais ce sera à peine perdu à un moment donné, parce qu'il y a des enfants qui sont poignants ici dehors. Ils te disent que non, ça ne se passe pas comme ça. Je vous propose, on souffle un peu, on prend quelques petites astuces santé avec la belle Prisca Rejoice, le temps de souffler, et on revient derrière pour la dernière ligne droite de ce programme. Nous sommes à la fin, mais vous pouvez continuer de réagir en dessous de nos pages et même à travers les ondes de la 87.7 FM. Petite transition, et juste derrière, on prend les astuces santé. De lundi à vendredi, nous sommes avec vous. Nous sommes au féminin. Au féminin, vos oreilles n'ont encore rien vu. Au féminin, c'est aussi votre émission de santé et de bien-être. Et parce que nous sommes les femmes sur ce plateau, on a toujours quelques petites astuces à donner aux autres femmes qui nous regardent et qui nous écoutent même à la maison. Et encore aujourd'hui, Prisca Rejoice, tu nous as prévu quoi pour ces valeureuses dames? Alors aujourd'hui, Larry, on va parler du soin de visage. Ouais. Qui est très important et très capital pour la femme. Vous savez, la femme est chargée, elle est très occupée et la plupart du temps, entre les cernes et le vieillissement de la peau, on se retrouve en train de ne vraiment plus faire son âge. Pourquoi? Parce que les épreuves nous accablent et cela est généralement visible sur notre visage. Alors aujourd'hui, on veut donner quelques astuces, je dirais même juste une astuce pour aujourd'hui. Comment prendre soin de son visage? On parlera du miel. Le miel est un produit très très riche. Il est très hydratant et très bien pour rajeunir le visage. L'astuce, c'est la suivante. Alors, vous avez besoin de mettre 3 cuillères à café de miel et 5 gouttes de citron. 5 gouttes de citron. Donc, compte, Prisca. 1, 2, 3. Sinon, moi, ce que je fais généralement, c'est que je fais mon mélange pour au moins une semaine. Donc, je vais prendre pratiquement un quart de verre et puis je vais mettre un citron. Et vous le conservez comment? Simplement, le miel et le citron sont de très bons conservateurs. Or que vous n'avez pas besoin de mettre au frigidaire. Pas besoin de quoi que ce soit. Et ce sont de très bons conservateurs. Peu importe ce que vous voulez faire, quand vous mettez déjà le citron, il va permettre que ça prolonge la durée de vie du produit. Notamment, les poissons, on les utilise souvent. Donc, comme je le disais, on mélange le miel avec du citron et puis on fait on se oint le visage avec. Tu oins le visage. Et puis, les gens parlent généralement de 15 minutes. Bon, comme on est au continent, moi, j'applique souvent la méthode dure. Donc, je vais parfois à 30 minutes. Mais en principe, 15 minutes, c'est suffisant. On fait comment sur le visage? Est-ce que vous pouvez montrer aux femmes? C'est tout autour. On fait comment? Frotte fort, on gomme doucement. On fait comment? Est-ce que vous pouvez un peu faire un geste sur votre visage? Bien sûr, alors, lorsque j'ai mon mélange là, ça aurait été intéressant même de l'avoir. Alors, je peux le faire avec mes mains. Ou alors, je le fais avec un coton. Le défi, c'est simplement que le coton va retenir une partie où après on sera obligé de jeter. Avec les mains, ça passe aussi. Je prends et puis je frotte tout autour. Je n'ai pas besoin de... Quand je dis même frotte, j'exagère. Je mets simplement. Tout simplement. Oui, et puis en évitant les yeux. Je mets et puis voilà. Si vous avez des enfants, ils vont vous dire à chaque fois, mais maman, tu es en train de transpirer. Et à chaque fois, je dois leur dire, non, j'ai mis le miel sur le visage. Donc voilà, quand vous avez ça sur le visage, vous ne pouvez pas vous coucher d'aussitôt. Vous ne pouvez pas poser le visage en disant, bon, vous tenez 15 minutes à 30 minutes. Pourquoi pas? Parfois, je vais à 1 heure. Ça, c'est parce que j'ai oublié. Et ça n'abîme pas. C'est super, je peux te dire, Hilary.
je devais me déplacer, puis je m'étais déplacée, j'avais un voyage. Oui. Et quand je suis revenue, on me disait à chaque fois, non, apparemment, ça te va, et quand tu prends ça te va, mais les gens ne savaient pas. Bon, moi, je savais que, non, c'est pas parce que j'ai changé d'environnement. En fait, je me suis préparée déjà pour ce voyage-là, et je continuais de mettre, mais tout le monde, quand je dis tout le monde, quasiment tous ceux qui me voyaient me disaient, mais tu as rajeuni. Quand tu le fais tous les 2 jours, vraiment, c'est automatique. D'abord, le visage devient égraté, devient plus lisse. Et puis, tu sens qu'il y a une différence. Oui. Donc, les femmes, ce serait vraiment bien de faire cette routine-là. Vous pouvez faire ça tous les 2 jours. Peut-être, si vous avez un mariage, pour les femmes qui préparent généralement les mariages, ça aide également. Oui, quand vous le faites sur 2 semaines, 1 mois, vraiment, la différence est visible. Est claire, oui. Merci pour cette petite astuce. C'était la minute astuce santé dans votre programme Au Féminin et sans transition. On continue avec notre débat du jour. Il nous reste quelques minutes à débattre sur ce plateau. On parlait de ces enfants-là qui vont à la recherche de leurs parents qui jadis les avaient abandonnés. Quels sont vos avis concernant le sujet? Commentez en dessous de nos pages en direct sur Facebook. Et vous qui nous suivez à la maison, le numéro c'est le 6 93 87 67 90. Réagissez et on va vous répondre. Audrey, quel est l'âge idéal pour un enfant vraiment de commencer à chercher son parent biologique? Est-ce qu'il y a un âge même? Si oui, lequel? Alors moi je pense qu'il faut déjà être mature pour s'engager. Mature, c'est quel âge, Audrey? Enfin, moi je pense qu'il faut quand même avoir... Bien, la maturité, c'est pas une histoire d'âge. Non, mais il faut avoir 21 ans. 21 Parce ans. que quand tu vas chercher tes parents, il faut être prêt à supporter le retour. Est-ce que papa va m'accepter? S'il m'accepte, comment est-ce que je vais me comporter? S'il me refuse, comment est-ce que je vais me comporter? Donc il faut déjà vraiment avoir même 21 ans. Est-ce que on parvient déjà à gérer ses émotions en fait. Est-ce qu'il n'est donc pas temps que ce type de recherche soit encadré par des services publics, des centres sociaux et tout? Nous avons peut-être comme le ministère de la femme et de la famille pour ce type de problème. Est-ce qu'il n'est pas temps que ce genre d'histoire soit vraiment encadré, Prisca? Alors oui, c'est vrai que c'est le ministère des Affaires sociales. Des Affaires sociales, qui gère ce genre de situation. Mais là, il faut dire que ça dépend des cas. Est-ce que la relation a été déjà encadrée par la loi? Par exemple, est-ce que l'enfant a été officiellement adopté? Si c'est vraiment reconnu et tout. Vraiment, si tout se passe d'une façon anarchique, ou vraiment l'enfant est juste parti vivre avec sa mère, ou le parent est parti. Là, je pense que la famille doit pouvoir intervenir. Oui. Oui, la famille doit intervenir. Puis on a des cas comme ça dans nos familles où, je me rappelle encore, c'était une de mes proches qui me disait, s'il te plaît, parle avec l'enfant qui est en train d'arriver. Elle me parlait du cas, parce que l'enfant veut connaître son père davantage, et puis maman n'est pas très d'accord, des situations comme ça. Donc moi, je dirais, dans ce genre de situations, si c'est pas très légal, où on a encadré l'adoption, c'est juste un enfant qui ne sait pas qui est son père, il faudrait que les membres de la famille parlent avec cet enfant, que les tantes, les oncles encadrent ça simplement. Et pas besoin de faire appel à l'État pour ce genre de situation. Sinon, même ça va. C'est à ce moment-là que l'enfant se demande que, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que... C'est vrai que je voulais vous demander si vous avez déjà été témoin de ce genre de situation, mais vous avez commencé à raconter comment le parent a réagi donc après que l'enfant se soit peut-être indigné, je ne sais pas si je dois dire ça comme ça, ou bien s'est dit qu'il est temps que je connaisse mon père. Unfortunately, malheureusement, les cas que moi-même j'ai vécu ne sont pas... c'était pas des situations où l'enfant était déjà majeur ou bien était déjà mature. C'était des situations où c'est l'un des parents qui décide d'enlever l'enfant dans la famille adoptive. Et là, on a eu des cas des parents qui pleuraient. Puis j'en parle et je dis c'était un cas très, très proche. Ça, c'était maman qui a élevé un de nos cousins et je la revois en train de pleurer parce que ce que Audrey était en train de dire, c'est des situations qu'on vit. Elle pleurait parce qu'elle dit, cet enfant, je l'ai pris, il était bébé, vous n'étiez pas là, et puis on a enlevé cet enfant entre mes mains. Elle avait l'impression de perdre son enfant parce que nous on ne voyait pas de différence, on était avec lui, mais lui, c'est pas lui qui a décidé. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que vraiment les enfants sont tellement attachés à leurs parents que
tu te demandes même que mais ta place était même tu étais même qui tu étais même qui dans l'affaire. C'est cette histoire de trahison là même qui empêche certaines personnes. C'est pour ça moi je dis ne mettez pas le cœur dans quand c'est d'enfants, ne mettez pas le cœur. Est-ce qu'on met le cœur quand on veut et le cœur se met tout seul? Oui, mais le cœur quand tu le mets c'est que tu agis avec le cœur, mais il n'est pas beaucoup d'attente. Et moi je dis généralement aux gens, vous commencez à avoir des problèmes avec les autres lorsque vous avez de grandes expectations, quand vos attentes sont grandes. La plupart du temps, dans les rapports, dans les relations, mais avec nos enfants, c'est ici. Et on est tellement déçus et on en souffre. Et on peut même se retrouver avec un AVC parce qu'on se dit non, comment il a pu me faire ça? Dites-vous que c'est possible. Quand je dis ne mettez pas le cœur... Ça peut arriver. Oui, ne mettez pas le cœur, ça veut dire vraiment élever cet enfant. Il peut partir demain. Il faut toujours se préparer à ce que, même votre propre enfant là, vraiment, je ne vais pas élever mon enfant en me disant non, vraiment, il va me construire la voiture. Pourquoi? Construire la maison, vous vouliez dire. Construire la voiture, acheter une voiture. Pourquoi tu as autant d'attentes à l'égard d'un enfant et quand il va échouer le BPC, tu vas dire si tu échoues, tu n'entres pas et puis il va aller prendre l'eau de Javel pour mourir. Simplement parce que tu n'es vraiment pas en train de vouloir qu'il réussisse, c'est toi. C'est toi que tu es en train de voir et tu es en train de te dire comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir réaliser mes rêves demain. Donc, il ne faut pas trop mettre le cœur. Audrey, oui, je voulais réagir rapidement, oui. Prisca, j'allais dire, je dis souvent ici que les femmes africaines sont préparées à l'infidélité des hommes. Les pères africains sont préparés à la trahison des enfants, contrairement aux mamans. Parce que le père, à tout moment, se dit, bon, l'enfant, s'il peut m'abandonner, il peut ne pas être... D'ailleurs, c'est toujours là, mais... Ils sont exactement. Les mamans ne sont jamais préparées à la trahison de leurs enfants. Audrey, si toi, tu étais... mets-toi dans la posture de l'enfant adopté, est-ce que tu allais prendre ce soin-là de rechercher ton géniteur? Alors, dans la posture de l'enfant adopté, j'allais dire oui. Oui, pourquoi? Encore que ça dépend, hein, sincèrement. Si moi j'étais dans une famille où j'étais bien, j'allais expliquer que je ne vais pas chercher mes origines parce que je vais vous abandonner. Juste que ça permet aussi de se retrouver. Vraiment, de savoir où on vient. Quand tu sais que ton village c'est ici, le village de ton pays c'est ici, c'est plaisant en fait, c'est réconfortant aussi. C'est réconfortant. Ça évite aussi les frustrations parce que il suffit seulement que tu te retrouves avec les autres enfants. Tu vois l'importance peut-être du père ou de la mère. C'est comme le dernier invité qu'on avait ici disait que c'est quand les rentrées, il y a les rentrées et il y a les fêtes de Noël. C'est là où tu confirmes vraiment, c'est là où tu envies le parent. Donc aussi toi enfant, c'est là où tu vas envier un enfant qui te dira c'est mon père qui m'a acheté le vélo par exemple. Tu vois, donc c'est aussi important de souvent chercher aussi ses origines. Il y a un type là, que d'anecdotes sur ce sujet. Il y a un type que j'ai connu, il a élevé les enfants de sa grande sœur, puisque sa sœur a fait des enfants comme ça à tout vent, sans réellement connaître qui sont les pères. Et puis un s'est rendu compte que j'ai mon père là-bas à tel endroit et tout, et derrière il est parti chercher son papa, ses frères et sœurs. Et quand le type en question a su qu'il est parti par derrière chercher, mais vraiment c'était la guerre, hein? La guerre avec sa sœur, la guerre avec le fils. Oh, j'ai élevé l'enfant pour rien, je ne travaille pas le travail du porc, etc., etc. Que de trahison et tout. Donc il faut commencer même à apaiser les cœurs de ces parents là adoptifs. Qu'est-ce qu'on dit donc à ces parents adoptifs là, Prisca, qui croient souvent perdre leur enfant à cause de cette quête là? Alors, je crois, comme je le disais d'entrée de jeu, il faudrait ne pas mettre trop le cœur. Il ne faut pas avoir des grandes attentes à l'égard de ces enfants-là. Parce que voilà, chacun vient ici, il apporte sa contribution dans la vie de l'autre. Il faudra le faire sans avoir trop d'attentes. Il ne faut pas avoir beaucoup d'attentes. Moi, c'est la principale chose que je vais leur dire. Mais pendant qu'Audrey était en train de parler, je voulais vraiment rappeler à ces enfants-là de faire gaffe. La plupart du temps, on devient vraiment des monstres et c'est nous qui embêtons. Et je dis, j'ai tellement de cas. Ces cas sont légion des enfants qui, lorsqu'ils entrent, c'est vraiment de devenir des sorciers. Oui, et puis vraiment, c'est vous qui avez un problème. Ils s'attachent à leur famille et c'est comme ça qu'ils ratent leur vie. Vraiment, des enfants qui ne sont pas reconnaissants, la plupart du temps, ils vivent avec les conséquences de ce genre d'action. Quand les gens vous ont élevé, ce sont vos parents. Nous sommes en Afrique. Quand les gens vous ont élevé, s'ils vous disent, quand papa vous dit n'entrez pas chez le vase, pourquoi tu vas faire sans mon consentement? Moi, dans les pires des cas, si un enfant a mené les recherches, vraiment, en apaisant le cœur du papa qui l'a élevé, je conseille de ne pas donner l'information.
Si tu as eu ton information là-bas, et moi j'ai un frère comme ça, qui a jusqu'à aujourd'hui l'information depuis peut-être 3-4 ans, il m'a dit, je n'ai pas encore parlé avec mon parce que je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Il a déjà sa famille, tout ça, mais il se dit, il veut le préparer. Quand vous ne prenez pas la peine de penser que les autres ont un cœur, ça fait mal. Son père lui sait, et son père n'avait même pas abandonné. Son père biologique ne l'avait pas abandonné, mais il a quand même pris la peine de se dire, ce n'est pas sage de venir avec ce genre d'informations comme ça, quelqu'un qui m'a élevé pendant plus de 30 ans, je viens balancer ça, oui, je connais mon père, et puis, donc il faut prendre la peine de se dire que les parents aussi ont un cœur. C'est pour ça que Audrey a dit ici qu'il faut être mature pour savoir comment prendre la chose, et comment gérer ça intérieurement ou bien l'exposer, donc il faut savoir comment faire. Donc je pense qu'on met un thème à cette émission, mais avant, on doit souhaiter un joyeux anniversaire à un tout petit bébé, c'est le neveu de la riche à Antilles, on ne saurait terminer cette émission sans lui souhaiter un gros HBD. Alors Audrey, on souhaite HBD à qui aujourd'hui? Il s'appelle comment? HBD à Miles Sohan. Miles? Oui. Okay. Sa mère a expliqué que Sohan, parce qu'elle s'appelle Étoile, et elle dit Sohan veut dire étoile en arabe. Oui, d'accord. Donc elle a décidé de donner en arabe. En arabe. Donc vraiment, il est le bienvenu. Ma sœur est super heureuse, même si je crois qu'il est le 3e. Ok. Vous voyez, les femmes, on l'appelle la mère des garçons. Il a eu quel âge aujourd'hui? 1 an. Un an, sa toute première année. Lion, comme moi, sa tata Audrey que je suis aussi nanoute. Nous sommes des lions. Des lions. On lui souhaite alors un joyeux anniversaire sur le plateau en chantant. Je vais donner la parole à Prisca avec sa voix de rossignol. Elle va chanter un joyeux anniversaire à notre bébé Sohan sur ce plateau aujourd'hui. Allons-y. Donc, bébé Sohan, on te dit Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, baby Sohan. Happy birthday to... Et si on le disait en français, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, bébé Sohan. Joyeux anniversaire. Et on déclare hip hip hip. Wow, on applaudit pour le bébé Sohan. We love you. Ok, donc merci de nous avoir écoutés et d'avoir réagi si nombreux, chers auditeurs et même téléauditeurs. C'est la fin de Au Féminin, première sortie de la semaine. Nous disons merci à nos femmes de conviction sur le plateau ici qui ont répondu présentes et qui se sont prêtées au débat. Nous ne pouvons terminer sans remercier le PDG de la Moradio TV, monsieur Fabien Vier-Monofon. Enfin, un big up au réalisateur le plus talentueux, je le dis toujours, de l'Afrique centrale, à mon avis, pour moi, Mike Owen, c'est Serge V. Derrière les 1000 boutons de la technique, la mini minor, la plus jeune metteuse en ondes, c'est Elisa Ablavion. On vous donne rendez-vous demain, même plateforme, même fréquence, 12h30, 14h. Bye bye.